Le 28 juillet 1887 débutait la construction du monument le plus célèbre du monde, la Tour Eiffel. Et pourtant, son destin était loin d'être assuré et Paris aurait très bien pu ressembler à ça. C'est ici même à Dijon que Gustave Alexandre Bonnickhausen dit Eiffel est né le 15 décembre 1832. Alors bon, je suppose qu'à l'époque ça devait pas trop ressembler à ça. Je sais pas. Il est le fils d'un ancien officier de l'armée napoléonienne sans grande autorité, mais qui lui transmettra son esprit d'aventure, et d'une femme d'affaires dont la réussite professionnelle lui ouvrira les portes de bonnes études. Son deuxième nom, Eiffel, a été rajouté par un ancêtre venu s'installer à Paris en 1710 et qui lui rappelait sa région natale, l'Eifel. Attends, t'es en train de me dire que la tour Eiffel, là, a failli s'appeler la tour Bonnickhausen? Alors après, je connais pas toutes les modalités, je pense qu'ils auraient trouvé un nom plus vendeur. Ah ouais, genre la tour East. Le petit Gustave est un élève brillant et entre en 1852 à l'école centrale des arts et manufactures. Il en ressort 3 ans plus tard avec un diplôme de chimiste. En 1856, grâce à un piston maternel, il entre au service de Frédéric Nepveu, ancien architecte du château de Versailles, qui s'est reconverti dans la construction métallique et auprès de qui le jeune Eiffel va faire ses premières armes. 2 ans plus tard, il dirige à 26 ans le chantier de la passerelle Saint-Jean à Bordeaux qui relie les compagnies de chemin de fer du Midi et celles de Paris à Orléans. Avant ça, pour passer d'un train à l'autre, fallait crapahuter d'une gare à l'autre par le pont de pierre long de 500 mètres ou traverser la Garonne par bateau. Pas super pratique, mais ça se fait, c'est pas la mort non plus. Inauguré le 25 août 1860, le pont Saint-Jean est salué pour ses qualités techniques et esthétiques, assurant la renommée d'Eiffel. Pendant la construction, Eiffel a même sauvé la vie d'un de ses ouvriers qui était tombé dans la Garonne. La classe, le mec. Non mais bien sûr que je saute, non mais sérieux, le fais pas. Durant son séjour à Bordeaux, de manière très pragmatique, trop pragmatique, il cherche une femme, mais comme on chercherait un employé quoi. Et bon, toutes les tentatives échouent. En même temps, vu le protocole de départ, c'est pas bien étonnant. Il charge donc sa mère de trouver à Dijon, je cite, une fille ayant une dot médiocre, une figure passable, mais en revanche d'une grande bonté et d'humeur égale, et d'une certaine simplicité de goût. En clair, je me contenterai d'une Claude dégueulasse du moment qu'elle casse pas les couilles et qu'elle me coûte pas un rond. C'est cru. Ah oui, et il faut aussi qu'elle fasse à bouffer. Et si elle est un peu con-con, histoire de pas trop se casser le jonc à les pâtés, ça l'arrange aussi. Et l'heureuse Vénarde est Marie Godelet. Ah oui, et comme sa femme porte le même prénom que sa sœur, il va l'appeler Marguerite, parce que c'est plus simple. Son boulot lui prend tellement de temps et il veut tellement en profiter de peur que cette chance passe, que quand elle tombe malade, il s'en bat l'oignon mais genre total. Elle meurt en 1877 à l'âge de 32 ans après avoir donné 5 enfants à Gustave, mais par contre, pas un seul mot sur elle dans ses mémoires. Et il laisse le soin à une de ses sœurs sans enfants de s'occuper des marmots durant ses nombreuses absences. Parce qu'au-delà de ça, Eiffel est un maniaque du contrôle, tant dans le travail que dans le privé. Gustave et ses sœurs, c'est un peu Sonny et Connie Corleone. Quand son beau-frère commet des irrégularités de caisse, il l'invite tout simplement à se barrer loin. Genre New York, d'où il ne reviendra d'ailleurs jamais. En 1867, il crée les ateliers Gustave Eiffel ici à Levallois-Perret. C'est d'ici que sera construite la Tour Eiffel 20 ans plus tard. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous les... C'était la race campagne ici à l'époque. Pendant plus de 25 ans, un peu partout en Europe, mais aussi en Algérie, en Vietnam ou en Bolivie, le magicien du fer va construire des ponts. Beaucoup de ponts. Des petits, des hauts, des très hauts. Comme ce magnifique viaduc par exemple. Ou cette sorte de truc chelou là. Des gares, des écluses. Il travaille simplement et efficacement, ne cherchant pas à innover spécialement pour chaque projet, mais seulement pour ceux spéciaux qui lui permettent de remporter des concours. En 1879, il supervise également la réalisation de la structure métallique du deuxième monument le plus connu du monde, la Statue de la Liberté. C'est bizarre, je la voyais plus grande. Peut-être que tu te souviens pas de la même. Et celle-là, on en parle ? À Nice, Eiffel a également conçu l'ingénieuse coupole de l'Observatoire de la Côte d'Azur. En effet, le machin là pèse plus de 100 tonnes et c'est pas la Statue de la Liberté. Le dôme, pour pouvoir pointer ses instruments dans la bonne direction, doit pouvoir tourner facilement. C'est pourquoi il n'est pas directement posé sur le bâtiment du Grand Équatorial, mais repose sur un flotteur annulaire d'eau additionnée de chlorure de magnésium, ce qui lui permettait à l'époque de le faire pivoter à l'aide d'une simple manivelle. Alors depuis, le système a été automatisé, mais à l'époque, c'était top ingénieux. En 1880, il obtient officiellement le droit de ne plus s'appeler qu'Eiffel, sans Bonnickhausen, nom germanophone qui commence à lui poser quelques soucis à une époque où nos relations entre Rhin ne sont pas franchement à la soirée choucroute. En janvier 1887, en vue de l'exposition universelle de 1889, il se lance dans la construction de la Tour Eiffel.
En 1884, il rachète le projet à 2 de ses collaborateurs et se charge de vendre sa tour de plus de 1000 pieds de hauteur. Il la propose d'abord à Barcelone, qui doit aussi accueillir une exposition universelle, mais le projet est jugé ridicule et trop cher. Bravo, super pif les gars. C'est Paris qui accepte finalement, mais Gustave doit financer le projet de sa poche à hauteur de 80%. Les travaux débutent donc le 28 janvier 1887. Et alors là, c'est festival. Tous les artistes se mobilisent pour interdire cette abomination, ce suppositoire. Putain, heureusement qu'il n'y avait pas de Twitter à l'époque. Tous les plus gros glandus auraient donné un avis qu'ils n'avaient pas, et pire encore, on n'aurait même pu les écouter. 26 mois plus tard, dans les délais impartis, la tour est terminée. Alors bien entendu, dans un pessimisme si typiquement français, la presse se déchaîne imaginant les pires destins possibles à la tour, alors que, bon, en fait, ça se passe très bien depuis. Sitôt sa tour terminée, en 1889, Eiffel s'engage dans la construction des écluses du canal de Panama. Et la suite va être un poil moins funky pour Gustave. En effet, le creusement du canal de Panama s'avère être un gouffre financier et Ferdinand de Lesseps, le fondateur de la compagnie, se voit obligé de lancer une souscription publique. Sauf que le pognon va surtout servir à rincer les politiques et les journalistes. De la corruption pure et simple. Quand le scandale éclate, la compagnie est mise en liquidation judiciaire et tous ceux qui avaient investi se retrouvent ruinés. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, il faut faire tomber des têtes. Il faut que quelqu'un paye pour éviter la révolte. Et si possible, quelqu'un de riche et de connu. Eiffel, le coupable idéal, est d'abord condamné, mais sera finalement blanchi de toute implication dans ce scandale. Mais profondément blessé, il se retire des affaires et se consacre à la recherche. Faut dire que pendant l'affaire, on a débaptisé les rues qui portaient déjà son nom, on a voulu lui retirer la Légion d'honneur, etc. De quoi décourager les plus motivés. Parmi ses nouvelles activités, météo, aérodynamisme, analyse de l'air, Eiffel redouble d'efforts pour maintenir sa tour en place. Parce que, ouais, en 1900, tout le monde s'en tape déjà de sa tour. Le public ne monte plus, préférant la nouvelle attraction parisienne, le métropolitain. Leur kiff à tous ces oufs en cette fin du 19e siècle, c'est le métro. Dis-moi, t'es chaud pour une petite semaine aux Bahamas? Non, ça va merci, c'est gentil, je préfère me taper les frotteurs et les couleurs qui sentent la pisse, ça a l'air plus fun. Et comme tout le monde s'en tape, et ben la tour est à 2 doigts d'être rachetée au prix de la ferraille. Heureusement, Eiffel ne manque pas d'idées pour sa tour, il fait installer un relais TSF, puis une soufflerie sur le Champ de Mars afin de développer une invention qui vient de pointer son nez, l'aviation. La tour Eiffel est définitivement sauvée quand le général Ferrier la déclare essentielle à la stratégie de la défense nationale. En parallèle de ses études sur l'aérodynamisme, il travaille sur tous les éléments d'un engin plus lourd que l'air et aboutit en 1917 à un avion de chasse, le LE, pour Laboratoire Eiffel, qui se crache malheureusement lors de son vol d'essai, dû notamment à la jeunesse et à l'inexpérience de son pilote. En 1921, il offre toutes ses installations à l'État et prend une retraite bien méritée à l'âge de 89 ans. Il décède 2 ans plus tard, le 27 décembre 1923, à Paris. Il sera enterré avec les honneurs à Levallois-Perret. Sans être un génie absolu, c'est surtout son acharnement au travail et sa capacité à s'entourer des meilleurs qui feront la renommée et la réussite du magicien du fer. Mais une chose est claire, peu d'hommes peuvent se targuer d'avoir laissé une telle empreinte dans le monde.